plus respecté dans le monde du football? Ce sont des questions qu'on se posera. Euro 2024, la sélection du pays hôte, l'Allemagne, est-elle, elle aussi, en danger? La Mannschaft a parié sur un jeune entraîneur promu sélectionneur, Julian Nagelsmann. Est-ce un pari risqué? Aujourd'hui, vendredi 13, beaucoup de matchs se joueront. Les joueurs sont-ils superstitieux? L'irrationnel a-t-il sa place dans le monde du football? On compte sur vous, notamment Benjamin, pour nous raconter quelles étaient vos habitudes, vos gris-gris avant un match. Au générique de cette émission, David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Steven Esli, Swell Kedir et Yann Bourdela pour les moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Now let's bring on the draw. Côte d'Ivoire, Algeria, Cameroun, Morocco, Sénégal. Didier Drogba, Sadio Mané, Achraf Hakimi ou encore John Obi Mikel ont-ils eu la main heureuse hier soir à Abidjan durant le tirage au sort de la prochaine CAN dont ils étaient les chefs d'orchestre? Alors en tout cas, c'est de leurs mains qu'ont été formés les groupes, les 6 groupes de la future compétition qui commencera le 13 janvier en Côte d'Ivoire. Dans l'ensemble, on a l'impression que ce sont des groupes plutôt équilibrés entre favoris et sélections plus modestes, mais toujours ambitieuse, bien sûr. Et l'on se dit, bien que le spectacle sera au rendez-vous, à Abidjan comme à Bouaké, à Yamoussoukro comme à Korogo ou à San Pedro. Rémi, qu'est-ce que vous en pensez de cette CAN qui se profile? Est-ce que cette perspective de groupe, on va venir après à certains groupes, mais d'une façon générale, se présente bien? Oui, parce que les groupes sont attrayants, il y a de très belles équipes, de très belles nations, et au-delà de ça aussi, on se rend quand même compte qu'il y aura beaucoup de grands chocs qui sont déjà indécis. Et qui font le sel de la compétition. Et qui font déjà le sel de la compétition. Donc je crois que je ne serais pas en désaccord total avec le président de la CAF qui disait que cette CAN pourrait être l'une des meilleures, mais je crois que lorsqu'on voit déjà à peu près ce qui est en train de se dessiner là, on peut se dire, sans même avoir commencé, que c'est déjà pimenté. Alors 24 équipes, on sait que finalement le tirage au sort quand même, Benjamin, c'est un rituel, c'est même une fête, on voit des chanteurs, on voit des musiciens, on voit toute une ambiance, on a eu la présentation de l'hymne de la compétition, mais ça donne le là quand même à 3 mois du coup d'envoi, il y a une perspective plus claire pour les joueurs, non ? Oui, bien sûr. Après, le petit regret que je peux avoir, c'est que la CAF a décidé de faire le tirage lors de cette période FIFA où on n'a pas eu les entraîneurs qui étaient présents, les sélectionneurs qui étaient absents. Je trouve que ça aurait rajouté encore quelque chose de bien. J'aurais bien voulu voir Aliou Cissé à côté d'Erigo Bersong lors de ce tirage-là. Vous vouliez la photo, oui, carrément. Oui, ça aurait été magnifique parce que c'est des moments qui marquent un peu le football africain. C'est des moments qu'on aime voir à la télé, qu'on aime bien vivre. Mais au-delà de tout ça, je trouve que le tirage, il s'est très bien passé. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est prête à accueillir cette CAN. Ils l'ont montré avec cette belle chanson d'ailleurs que j'ai Magic beaucoup aimée. System, hein. Voilà, avec Magic System. Ça va rentrer dans les têtes. Ouais, un peu comme lors des différentes compétitions. Bien sûr. Maintenant, en attendant, on va voir ce que les artistes... parce que c'est eux aussi qui doivent animer la compétition. Si les joueurs seront au niveau, en pleine possession de leurs moyens, mais je n'en doute pas. Alors, évidemment, la question qu'on peut se poser, je vous la réserve en premier, Yoram Mangara, vous, le champion d'Afrique, et nos auditeurs s'en souviennent, vous nous avez fait vivre cette CAN, notamment du point de vue sénégalais sur les antennes de RFI. Évidemment, ce groupe qui accapare un peu toutes les discussions, tous les commentaires, c'est le groupe C, logé dans la capitale administrative de la Côte d'Ivoire, qui est Yamoussoukro, et surnommé Yakro pour ceux qui vont s'habituer pendant la compétition. On vous prépare déjà. Alors, à l'ombre de l'imposante basilique Notre-Dame de la Paix, qui est une lointaine cousine de la basilique Saint-Pierre de Rome, se jouera donc ce qu'on dit être le groupe de la mort. Et c'est pas nous seuls qui le disons, parce que les Sénégalais hier, les Guinéens, voire certains Camerounais osaient le dire. En tout cas, il y aura donc
le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Et en plus, Yoro, il y a une particularité dans ce groupe, c'est qu'ils sont tous un peu rivaux à un niveau ou un autre. Les Sénégalais avec les Camerounais, avec les Gambiens qui sont leurs voisins, les enclaves, avec les Guinéens qui sont leurs lointains voisins et cousins. Ça rajoute du piment à ce groupe-là. Parce que vous savez, le premier grand adversaire du Sénégal dans ce groupe, ce sera la Gambie. C'est un pays magnifique qui est à l'intérieur du Sénégal. Ils sont anglophones, nous sommes francophones. On a les mêmes ethnies, que ce soit les Diola, les Wolof, les Mandingues, les Socé, etc. Et en plus, la Gambie supporte le Sénégal contre toutes les autres nations du monde, sauf s'il y a un derby entre la Gambie et le Sénégal. Quand le Sénégal avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations à Banjul, la capitale gambienne, on se dirait qu'on était à Dakar. Mais quand cette équipe joue face au Sénégal, c'est une autre équipe. Elle ne veut pas perdre parce que c'est un derby. On avait fait match nul, juste un match nul, et le président avait décrété le lendemain férié, chômé et payé. C'était Yaya Jammeh à l'époque, pour vous dire. Donc le premier adversaire, ce sera donc cette équipe gambienne. Après, il y aura aussi de la géopolitique. Les Scorpions piquent actuellement. Exactement. Quart de finaliste la dernière fois. Il y a une géopolitique entre la Guinée et le Sénégal. Depuis que les militaires sont au pouvoir, ça ne se passe pas bien entre une partie de cette Afrique et la CEDEAO et comment ça s'appelle, Macky Sall de l'autre côté. Et en dernier lieu, il y a les Lions indomptables du Cameroun. Lui, il nous avait battus en 2017 au tir au but. Et à cause de lui, on n'a pas été champion en 2017. On se retrouve 5 années, voire 6 ans après. On va se venger. Il y a un passé en plus, Annie, hein, lorsqu'on voit entre le Cameroun et le Sénégal, bien sûr, 2017 et... Voilà. Le capitaine est à côté. Le capitaine était là. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais même entre la Guinée et la Gambie, il y a un passé qui n'est pas aussi lointain que ça. Lors de la dernière CAN, il y a 2 ans, la Gambie élimine la Guinée. Donc, c'est un groupe homogène où il y aura de la rivalité, bien sûr, entre les 4 nations. On va voir, mais est-ce que... ce qui est assez étonnant, c'est que ces 2 sélections vont se retrouver là dans quelques jours. Hein. Il y a un match amical à Lens, à Bollaert, avant le tirage au sort. Ça, c'est une grosse erreur. On se dit, des 2 équipes. Super, match amical, Sénégal-Cameroun à 2 mois de la CAN. Et là, ils vont le regarder autrement. Hein, mais les 2 fédérations ont fait une grosse bêtise. Jouer un match amical contre une équipe que tu vas rencontrer 2 mois, voire 3 mois après, on ne pouvait pas le savoir. Mais justement, gouverner, c'est prévoir. Ils pouvaient prendre des équipes du chapeau 1. C'est sûr que vous n'allez pas vous rencontrer en phase de poule. Aujourd'hui, je suis mal intentionné, je suis joueur camerounais ou sénégalais. Je suis défenseur camerounais. Je dis, écoute, un match, le carton rouge ne compte pas pour un match amical. Je vais défoncer Sadio Mané, il va prendre 3 mois, 4 mois, il ne va pas jouer la CAN. C'est possible. On est en football, ce n'est pas une histoire d'enfant de cœur. Il a joué au football. Il sait que même dans les matchs officiels, les défenseurs, parfois, ils se disent il faut me démonter un tel parce qu'il commence à nous fatiguer. Et ça se passe comme ça. Quand en finale de la Ligue des Champions, Sergio Ramos élimine Mohamed Salah, il l'a fait exprès. Mais l'essentiel, qu'est-ce qu'on retient ? On retient que le Real est champion. Et il le sait, ça se passe comme ça. J'ai discuté avec un international d'un pays africain qui était un défenseur central dans un grand club en France. Il me disait, avec son compère de la défense, si un attaquant, 1 ou 2 fois, 3 fois, arrivait à créer le danger, il se disait, mais qu'on le sorte du match. Il le sait, il est attaquant. Vous confirmez ? Si, bien sûr. Après, je pense qu'il ne faut surtout pas avoir ce genre d'intention. Oui, ça serait c'est dommage. Ce qu'on espère. Ça serait dommage de jouer, même en dehors du spectacle, de blesser volontairement sportif, un surtout. Joueur, parce qu'il y a l'esprit sportif, ça, il faut le garder. Rémi, est-ce que selon vous, dans ce groupe C, le Sénégal, qui est champion sortant, qui remettra sa couronne en jeu durant la prochaine CAN, est-ce qu'ils sont en danger, selon vous ? Parce que, attention, je rappelle, il y a 6 groupes, il y a 16 équipes des 24 qui passent au 2e tour, au tour éliminatoire, et ce sont les 2 premiers de chaque groupe, plus un meilleur 3e, donc... On peut se dire, il y a aussi un peu de marge. Des poules, faut Ce n'est pas moi qui le dis. Il fallait juste regarder la télé hier. Sadio Mané était en train de pleurer. Il était en train de pleurer. C'était clair. On reste champion d'Afrique, Rémi. Mais ça ne veut rien dire. N'oubliez jamais que vous avez organisé une CAN
Le but de Ernest Ebongué. En 92, où Ernest Ebongué, du Tonnerre Calara Football Club, vous tue. Donc, j'ai dit déjà que... vous élimine. Vous tue. C'est la chasse des lions. Nous parlons des lions ici. Nous parlons des lions ici. Il est venu comme une flèche. Et puis, il a planté son but. Donc, le Sénégal a déjà ce complexe-là. C'est-à-dire, à part peut-être certains matchs amicaux, où vous allez voir peut-être en 59, là, les Lions indomptables regardaient les Lions comme ça. En 90, on vous a éliminé en quart de finale en Algérie. Je voudrais te dire que c'était plutôt en 90. C'était en 90 en Algérie. En 90, je crois que nous étions en phase de poule. Cela veut dire tout simplement que ce n'est pas le Sénégal qui élimine le Cameroun, parce qu'à cette époque, vous aviez Jules Bocandé qui ne marque pas. Mais le Sénégal bat le Cameroun par 2-0. Pourquoi? Parce que le Cameroun avait perdu son premier match contre la Zambie. Et ce Cameroun s'était livré. Or, les équipes du Cameroun ne se livrent jamais. Le Cameroun voulait absolument se relever et c'est pour ça que le Cameroun est battu. Mais en 92, il faut regarder justement comment est-ce que le Cameroun réussit à vous sortir. Tout comme en 2017, justement. Oui. Même en 2002. En 2002, qu'est-ce qui se passe? Le Sénégal a la meilleure équipe d'Afrique. Ça, vous le savez. Nous sommes au Mali. Et quand justement ce Sénégal se présente devant les Lions indomptables, ils oublient une chose. Les Lions indomptables, ils vous attendent. Ils barricadent. La preuve, on a terminé le championnat sans encaisser le moindre but. Donc pour moi, lorsque vous savez déjà comment est-ce que le Cameroun vous fait souvent lors des grandes compétitions pleurer. Il y a un petit proverbe là, qui arrive sur la page Facebook. Groupe C, oui, Sénégal-Cameroun. Merchéduc, lui, voit la Gambie. La Gambie est une équipe surprise, comme le dit un proverbe tchadien, mon cher Rémi. Petit marteau pourra casser gros caillou. Dis-lui tout simplement un autre proverbe que... Quand deux lions bagarrent, ce sont les singes qui ont le dos brisé. Oui, mais en fait, Yoro, vous pouvez aussi faire un accord de gentleman et vous dire on passe tous les deux dans ce groupe. On peut passer tous les deux et éliminer y a la place. Mes deux Ce voisins. sera la deuxième journée, je crois, le choc. Le choc, mais c'est vrai qu'on ne parle pas des autres équipes. Mais si, bien sûr, la Guinée. Surtout la Guinée de Sirou Guirassy qui vient d'enregistrer le renfort de l'ancien joueur de la Bundesliga, Guirassy, les réalisations, mais également l'ancien capitaine de Nantes, Touré, qui joue maintenant au Havre, qui vient justement renforcer cette équipe du Sili national, qui a une belle équipe sur le papier. Il ne faut pas enterrer cette équipe. Et Kaba Diawara était là déjà la dernière fois. Lui, la dernière il a même dit qu'ils sont déjà qualifiés. Bon. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ça. En tout cas, ils ont une belle équipe. Il a dit qu'ils vont se qualifier. Le seul maillon faible de cette équipe, c'est peut-être le gardien de but, mais de la défense avec l'ancien défenseur de Lyon qui joue actuellement à Valence, qui est excellent, Diakhaby. Ils ont une belle équipe, cette équipe guinéenne. Nous également, c'est notre faiblesse cette fois-ci. C'est-à-dire que les équipes camerounaises, comme je le disais, et même, je peux nous le certifier. En 2017, il y avait Ondoa. C'était, oui, en 2017, justement, parce qu'on doit faire 5 arrêts, et c'est lui qui arrête d'ailleurs le pénalty de Sadio Mané. Donc, on va se dire quand même que cette équipe du Cameroun aujourd'hui, on voit qu'elle encaisse à chaque match. Ce n'était pas souvent régulier, et c'est dommage parce que Rigobert Song est quand même un défenseur. C'est celui-là, par exemple, qui, même pour l'un des un match amical en 2005, c'était justement avec aussi votre sélectionneur, et il connaissait que l'équipe du Cameroun, ça a une base défensive, mais cette fois-ci, l'équipe du Cameroun est un peu trop fragile par derrière et on essaie de faire quelques combinaisons là. C'est la seule chose qui m'inquiète actuellement. Hier soir, ils ont d'ailleurs encaissé un but, Rémi, puisqu'ils ont perdu en Russie sur ce match amical à Moscou sur le score de 1-0. Benjamin, une question aux joueurs et d'une façon générale, un capitaine et un groupe. Comment on aborde la compétition quand tout le monde vous dit vous êtes dans le groupe de la mort? Est-ce que vous êtes mort de trouille? Est-ce que vous dites on va en découdre? Ou vous savez, vous, en vous-même, que de toute façon, il y a un groupe, il y a un défi, que ce soit le groupe C, le groupe A, parce que la Côte d'Ivoire aussi, ça va pas être simple avec le Nigeria. Non, mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'a fait le Sénégal et Sadio Mané hier. Parce que du coup, vous montrez aux yeux de tout le monde cette crainte, cette peur qui peut légitimement Moi, je crois que c'est par modestie qu'il le fait. Transmettre à d'autres joueurs. C'est une tactique, donc vous avez exactement, c'est par modestie. Non, je ne suis pas sûr. Je pense que le passé ont montré qu'il a été traumatisé quand même. Les événements du passé ont montré un peu ce traumatisme qui traîne.
depuis un moment. Donc, il y a quand même un peu cette crainte de dire, mais encore il est encore joueur, là, hein, Benjamin. Oui. Non, mais au-delà de tout ça, je pense qu'effectivement, quand on va dans une compétition comme la Coupe d'Afrique, on doit déjà se préparer du fait qu'on doit rencontrer, si on va aller au bout, on doit rencontrer toutes les belles équipes. Exactement. Maintenant, si ça commence plus tôt dans la phase de poule, c'est pas plus mal, parce que ça vous met tout de suite dans le bain. Il faut être prêt tout de suite. Vous n'avez pas droit à l'erreur, parce que là, dans ce groupe-là, l'équipe qui fera la moindre erreur, je suis pas sûr qu'elle passe. Benjamin, je suis d'accord avec toi, parce qu'en 2000, il y a 2 ans, on avait démarré timidement. Très victoire, lentement. 1-0 acquise à la 92e minute de jeu sur un penalty que j'aurais même pas sifflé si j'étais l'arbitre. Après, on fait 2 matchs nuls derrière. Si on fait le même parcours en phase de poule cette année, je ne crois pas qu'on ira en seconde. Et même Sadio Mané l'a dit hier. Donc, il va falloir démarrer tambour battant pour pouvoir aller jusqu'au bout. Ah non. On va aller jusqu'au bout. Je peux vous dire une chose. Parfois, ceux qui démarrent tambour battant ne vont jamais jusqu'au bout. La preuve, au Cameroun, nous avons vu quoi? Les Super Eagles. Ouais. Ils ont commencé tambour battant devant l'Égypte. Ils ont eu 9 points sur 9. En 2017, ils ont failli se faire éliminer en phase de poule. Voilà, et vous avez vu comment est-ce que ça a été fait. Or, les Lions indomptables, eh bien, ils avaient leur avance en cela. Comment tu appelais le gars là? Dip Tambe. Je ne sais pas. C'était un gardien d'immeuble que vous avez réussi à récupérer quelque part. Mais le gars, quand il tirait, c'est-à-dire que je sautais étant dans ma maison. Je croyais que la balle allait venir m'attraper. C'est pas possible. Mais on a gagné, Rémi. Attention. Mais je ne sais pas comment vous avez fait pour traverser les phases de poule. Et après, ils sont allés crescendo. Et c'est comme ça l'esprit Lyon. C'est pour ça que je dis que c'est pas l'équipe qui commence fort qui finit de façon exemplaire. Il y a sûrement une tactique de tournoi. On a un auditeur qui a relevé une petite erreur hier dans le tirage au sort. Pour lui, il y a un groupe qui a été oublié. Le groupe T, télévision, ceux qui regarderont la CAN à la télévision. Bon, Bénin, Togo, Gabon, Niger. Petit message de Mehdi Cœur Blanc. Il y en a comme ça. Ça amuse beaucoup sur Facebook Live. Il y en a qui sont comme ça, qui ont et la dent un peu Gabon dure. me regarde où? À la radio? Alors hier, vous l'avez signalé, la grande majorité des sélectionneurs n'étaient pas présents, mais évidemment la Confédération africaine était là en poids et le président Patrice Motsepe a fait un discours, applaudi, un discours où il a peu parlé de football, mais ça en général c'est son habitude. Par contre, il a parlé argent parce que c'est un homme d'affaires et ça il l'oublie rarement. Et on se posait cette question, est-ce que selon vous, Benjamin, est-ce que vous qui avez été joueur à une époque, on sait les critiques qu'il y a toujours sur la CAN qui joue en janvier, tout ça, mais est-ce que pour vous cette compétition, et à 24 peut-être, d'autant plus ou d'autant moins, elle a gagné en respectabilité ces derniers temps? Oui. Je pense clairement que oui, parce que quand on voit, je me rappelle quand arrivait le moment de la CAN, nous on l'a connu en plus en 2017, il y a des joueurs qui ne voulaient pas venir parce que ça tombait effectivement au mois de janvier et qu'ils privilégiaient entre guillemets leur club. Aujourd'hui, ou leur poste de titulaire. Aujourd'hui, on n'entend même plus presque parler de ça. Aujourd'hui, on voit même maintenant la plupart des joueurs, des binationaux qui ont envie de venir jouer. On a vu le Sénégal qui ont récupéré, je crois, 2 ou 3 joueurs. Donc, il y a maintenant une volonté des joueurs de tout de suite venir, de s'intégrer rapidement à la sélection. Et puis, ça donne aussi un poids au niveau des clubs. Parce que si vous n'avez personne, un binational qui n'a pas envie de venir, ben, on ne nous prend pas au sérieux. Mais quand vous avez un joueur qui est important, comme à Rennes, avec Gouiri, avec l'autre qui est parti à l'AS Rome aussi, c'est des joueurs qui sont formés en France, à Lyon, mais qui ont la volonté de venir jouer pour l'Algérie. Mais ça met un poids supplémentaire à ce que représente l'Afrique et à ce que représente l'équipe nationale. Je crois aussi que le fait d'avoir beaucoup investi sur les infrastructures, ça joue beaucoup, Annie. Il y a quelques années, la CAN se jouait presque sur des champs de patates. Aujourd'hui, on a de très bonnes pelouses. En plus, on a de grands joueurs dans de grands clubs. Lors de la dernière CAN, en 2021, il y a une grande chaîne anglaise, une chaîne nationale anglaise qui avait acheté les droits juste parce qu'il y avait Sadio Mané ou Mo Salah en première ligue. Et cela donne un certain crédit à ce football africain qui n'en avait pas il y a une vingtaine d'années. Mais on a des infrastructures, on a de grands joueurs, on a de bons centres de formation parce qu'aujourd'hui, l'Afrique peut amener des joueurs prêts en Europe qui n'ont plus besoin de passer par des centres de formation. Et tout cela
aide à valoriser ce football. Je voudrais juste rebondir sur ce que dit Yoro. Effectivement, les grands joueurs dans les grands clubs, il y en a eu dans le passé, les Drogba, les Eto'o, mais c'est vrai que là, on parlait de Serhou Guirassy, meilleur buteur de la Bundesliga. Alors certes, les Sénégalais, la plupart, ils sont partis en Arabie Saoudite, mais vous avez Victor Osimhen, il y a André Onana à Manchester United, évidemment. Et ils sont bien plus médiatisés, je trouve, ces joueurs africains qu'il y a quelques années. Et puis il y a tous ceux qu'on va peut-être pouvoir découvrir, Nicolas Jackson, qui est à Chelsea, qui est le Sénégalais, Hannibal Mejbri, qui est un Tunisien de Manchester United, Azzedine Ounahi, on le voit avec l'OM, le Marocain. Rémi, nous, RFI, on connaît évidemment cette compétition depuis très longtemps, on la retransmet depuis très longtemps sur les ondes, donc on a peut-être un regard biaisé, mais parfois. Mais est-ce que pour vous, c'est vraiment la plus grande fête du football africain et qu'elle est, disons, respectée à ce niveau? Oui, même si elle va se jouer encore en janvier et qu'on va entendre certains entraîneurs un peu ronchons. Il faut savoir que l'Afrique se fait respecter quand même à la Coupe du Monde, même depuis 1982, lorsque l'Italie est champion du monde, sans battre le Cameroun. Et là, on a commencé à se dire, mais il y a quelque chose qui se passe en Afrique. Bien évidemment, on peut parler de l'épopée de l'Algérie, de Rabat Madjer, mais surtout aussi l'épopée des Lions indomptables avec Roger Mila. Les joueurs africains ont souvent été dans des grands clubs. Jermaine Djitap, tout le monde sait là où il pouvait jouer. Par exemple, tout le monde a vu là où pouvait jouer Samuel Eto'o, bien sûr. Bon, ça, c'était déjà des joueurs qui étaient dans des des somptueux clubs, par rapport même à ceux de maintenant. Et d'ailleurs, je vois une certaine génération du Nigeria qui, par exemple, entre 94 et 98, comme on appelait la génération dorée, avec les Okocha, les Mokashi et tout ça, les Fidini, mais c'était des joueurs d'une classe hors norme. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'on regardait encore cette Afrique avec un peu de mépris. Même les joueurs africains étaient sous-estimés, étaient mésestimés ou mal aimés. Mais aujourd'hui, les joueurs africains savent se vendre et les joueurs africains ont déjà une certaine aura. C'est ça qui fait de telle sorte que la multiplication des chaînes aidant, eh bien, le football africain est beaucoup plus exposé parce que il y a un grand public africain qui regarde le football africain. Exactement. La diaspora autour du monde, mais c'est vrai que Frédéric aussi, le niveau des matchs, justement, parce qu'il y a les infrastructures, parce qu'il y a des meilleures pelouses, et Dieu sait qu'on dénonce aussi parfois les champs de patates, comme vous disiez tout à l'heure, et finalement, ça hausse le niveau d'une compétition. Oui, puis on l'a vu, moi ça me fait penser, le dernier match amical, la Maroc-Burkina, il y avait 30 000 personnes à Bollard, on parlait du prochain Sénégal. Ce sont de vraies affiches. Les Sénégalais qui sont frottés aux Brésiliens, qui les ont même battus. On surfe effectivement sur la Coupe du Monde au Qatar, où il y a eu de bons résultats. Ça a été une bonne mise en valeur. En tout cas, la CAN n'a rien à envier à une Copa América, je pense, en termes de notoriété. Elle est devenue tellement célèbre, cette CAN, que dans tous les quartiers, dans toutes les villes de l'Île-de-France et ailleurs, on organise des Coupes d'Afrique des Nations. Des CAN de quartier. Des CAN de quartier, parce qu'aujourd'hui, la CAN est devenue une fête. Ouais. Bon, ça sera la fête et évidemment, RFI vous donne rendez-vous sur la radio mondiale pour évoquer et retransmettre la compétition. On continue dans le Café des Sports. L'Allemagne qui va être battue à domicile. Incroyable! C'est une déroute. Les Allemands prennent une leçon. La Branca à Wolfsburg. Début septembre, cette défaite de l'Allemagne dans un match amical n'était donc qu'un résultat amical et pourtant, il sonnait le renvoi du sélectionneur de l'Allemagne. C'était donc face au Japon. L'entraîneur était pourtant respecté pour son passé, pour ses années munichoises aussi, avec le Bayern Munich. Hansi Flick, limogé donc quelques mois, surtout après avoir vu la Mannschaft être sortie de la Coupe du Monde au Qatar dès le premier tour. La Mannschaft qui va accueillir le prochain Euro. Ça sera dans 8 mois, très précisément. Ça commencera le 14 juin et terminera le 14 juillet. La fédération allemande a donc fait le choix. Elle a un petit peu hésité et finalement, son choix s'est porté sur Julian Nagelsmann qui
était libre puisqu'il avait été viré très récemment du Bayern Munich, mais il a 36 ans, c'est le plus jeune sélectionneur jamais nommé à la tête de l'équipe allemande. Benjamin Moukandjo, est-ce que c'est un pari osé ? Oui, c'est un pari osé, mais quelque part aussi, malgré son jeune âge, il a quand même de l'expérience. Et je pense que... Avec le RB Leipzig notamment, oui, où on l'a bien remarqué, et même avec le Bayern. Exactement. Après, bon, il a été viré du Bayern, pour moi, injustement, parce que les résultats plaidaient pour lui. Malheureusement, au Bayern, ils ont fait un choix de se séparer de lui. C'était un contexte. Mais quand on regarde quand même qui ils auraient pris à sa place, si ce n'était pas lui. Parce que l'Allemagne a souvent pour habitude de prendre des entraîneurs allemands. Et quand on regarde la plupart aujourd'hui, si c'est Klopp, ils sont occupés. Et je trouve que pourquoi c'est un pari osé ? Parce qu'il va retrouver, notamment en sélection, des joueurs qu'il a eu au Bayern, avec qui on disait que ça ne s'est pas forcément très bien passé. On disait que c'était le vestiaire qui avait eu... voilà, donc maintenant, est-ce que cette période au Bayern lui a permis de grandir aussi, de voir les choses différemment, d'avoir une approche différente de ce qu'il va vivre actuellement? Je pense que oui. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a longtemps parlé en plus dans cette émission de Sané, où on trouvait qu'il n'avait pas encore passé le cap. Cette année, on voit quand même qu'il est présent. C'est lui un peu qui est l'élément dans le match amical clé, contre la France, on l'a vu. Contre la France. Mais maintenant, l'Allemagne, elle a le temps de préparer cet Euro. Elle reste quand même, en dehors de son match contre la France, elle restait quand même sur 5 matchs, je crois, 5 ou 4 matchs sans gagner. Maintenant, il y a un chantier qui est là. Il n'a pas assez de temps, parce que l'Euro, ça arrive très vite. L'été, c'est dans pas longtemps. Maintenant, à lui de trouver les réponses. Rémi, finalement, le défi, c'est pour qui ? C'est pour la fédération allemande qui, évidemment, aimerait voir son équipe briller, voire remporter l'Euro. Ou alors, c'est aussi pour Nagelsmann, parce que c'est risqué pour lui de prendre en main cette équipe et de n'avoir que 8 mois pour faire bonne figure. Ce n'est pas risqué. Ce n'est pas risqué parce que l'Allemagne sait souvent se reconstruire. N'oubliez pas que Joachim Löw... Enfin, vous vous souvenez qu'en 2000... Ils gagnent la Coupe du Monde en 2014, en 2018, ils sont aussi virés au premier tour. Ah oui, mais entre-temps, on sait quand même qu'il était là depuis 2006 et qu'il ne gagnait pas. Donc, ils ont été patients pour qu'ils construisent quelque chose. Donc, moi, je crois aujourd'hui qu'ils ont misé sur un garçon talentueux qui a quand même commencé à l'âge de 28 ans. Et on a vu d'ailleurs des preuves, que ce soit à Hoffenheim, il a quand même pris cette équipe qui était en déroute. Cette équipe était en train de descendre. Et lui, il a réussi non seulement à maintenir cette équipe, mais à la propulser jusqu'à ce qu'on peut dire même la Ligue des Champions. Et puis, tout le monde a vu ce qu'il a fait à Leipzig. N'oubliez pas que, devant Ancelotti, il a été nommé meilleur entraîneur d'Allemagne, alors que Ancelotti était peut-être le plus grand. Et même devant Pep Guardiola, qui était surpris de voir le talent de ce jeune homme-là. De toutes les façons, ce n'est pas avec les âges qu'on va juger les entraîneurs. De toutes les façons, les âges ne font pas les sages, ne font que des vieillards, comme le dit un proverbe africain. Ou encore, comme je peux bien ajouter un autre, c'est que le vieux buffle aime l'herbe très fraîche. Frédéric, qu'est-ce que ça vous inspire, la nomination de Nagelsmann ? C'est un pari. En même temps, il est peut-être, il a presque l'âge de ses joueurs, voire l'âge presque des plus âgés. Il a toujours battu des records de précocité, parce qu'effectivement, à 28 ans à Hoffenheim, il était le plus jeune entraîneur de Bundesliga. Et on a eu l'impression avant qu'il arrive au Bayern, c'était vraiment un parcours parfait, que ce soit avec Leipzig, avec Hoffenheim. Et puis, là, avec le Bayern, il y a eu des stars à gérer. Elles sont encore, certaines sont là. Mais il a rappelé Hummels tout de suite. Et effectivement, il y a un auditeur là qui rejoint Benjamin, Don Joachim, qui nous dit le plus dur pour lui, ça va être de retrouver certains joueurs effectivement du Bayern avec qui ça s'est pas forcément bien passé, mais il n'a pas grand-chose à perdre. 1 Euro à domicile, il y aura une ferveur incroyable. Bon, qu'est-ce qu'on leur demande aux Allemands là, moi, je pense que le ressort, ils étaient vraiment tout en bas. Il y a eu ce match contre l'équipe de France. Alors, ce n'était pas Nagelsmann, c'était Rudi Völler qui est venu jouer les pompiers de service. Mais pour eux, ça a été un ouf de soulagement énorme. On bat l'équipe de France et on se relance. Un nouvel sélectionneur, on peut rebâtir. Moi, je pense qu'ils seront là au rendez-vous. Alors, Yoro, quand même, pour se relancer, ça va être over the sea. Ça sera aux États-Unis que l'Allemagne va jouer. Match amical dès demain. Voilà, dès demain contre les États-Unis.
Et on a vu les États-Unis jouer la dernière Coupe du Monde. Eux, ils étaient au deuxième tour. Et puis ensuite, ça sera contre le Mexique. Donc, c'est aussi des matchs amicaux par rapport à des sélections lointaines. Et c'est un pari pour se rapprocher des supporters qui sont plus très enthousiastes. Parce que c'est très difficile déjà d'avoir un sparring partner en Europe avec la Ligue des Nations. Donc, il y a presque plus de dates pour jouer des matchs amicaux. Là, c'est surtout les éliminatoires de l'Euro. Là, ils sont qualifiés d'office. Ils sont qualifiés d'office. Les uns jouent les éliminatoires. Eux, ils n'ont pas d'adversaire. Donc, ils sont obligés d'aller très loin. Mais pour revenir sur Nagelsmann, je crois qu'il est là pour gérer une courte période jusqu'à l'Euro. Après, il ne faut pas trop attendre grand-chose de cette équipe de la Mannschaft parce qu'il n'y a plus de talent en Allemagne. C'est rarement... Il y a beaucoup d'étrangers dans le championnat. Il y a beaucoup d'étrangers. Les joueurs sont vieillissants. Ils n'ont pas... Moussiala ils ont une belle équipe. Hein, non, mais franchement, ils ont Moussiala, mais un joueur comme le Roi Sané. Mais Gnabry, il est là depuis quelle année? Ils ont une belle équipe. Kimmich, il est presque fini, Kimmich. Il est fini, Kimmich. Mais il est fini. Oui, il est fini, Kimmich. Il est fini, tu vas aussi me dire ça. Hein? Mais c'est pour cela qu'ils ont raté deux Coupes du Monde, n'est-ce pas? Il est fini, Mané. Mais non, il est fini. Attendez. Moi, je vous dis, ils ont raté 2 Coupes du Monde parce qu'ils n'ont plus ce réservoir de talent en Allemagne. Quand on parle des grands joueurs de cette Bundesliga, vous n'allez pas me citer un grand joueur allemand. Aujourd'hui, le meilleur buteur de cette Bundesliga, c'est Serhou Guirassy. Avant, c'était Lewandowski qui les plantait les buts. Et avant, vous avez vu... Je suis d'accord avec toi sur ce côté-là et je trouve que c'est où le bas blesse. C'est qu'en Allemagne, ils n'ont pas un vrai attaquant. Mais ça date depuis ça. Mais après, sur les autres positions, je trouve qu'ils sont assez équilibrés. Ils ont quand même des joueurs... Ils n'ont plus de bons défenseurs. Cite-moi un bon défenseur. Si on n'a pas d'attaquant, pas de défenseur, c'est vrai. Ça commence à Et puis on n'a plus Manuel Neuer non plus. On verra donc que fera l'Allemagne ces prochaines heures du côté des États-Unis. Et nous en reparlerons, c'est promis, dans l'émission. On continue, on va aller un peu du côté de l'irrationnel. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite, toujours. Nous sommes vendredi 13, ça ne vous aura peut-être pas échappé, en tout cas pas à ceux qui sont superstitieux. Alors c'est un jour associé théoriquement à la malchance. Les origines seraient pour certains chrétiennes, bibliques même, puisque à la scène, la fameuse scène, eh bien ils étaient 12 autour du Christ et le 13e était Judas, celui qui va le trahir. Le Christ étant ensuite crucifié un vendredi, on ne dit pas que c'était un vendredi 13, mais bon, on a associé les deux. Aujourd'hui, la superstition fait qu'on dit que c'est un jour de malchance, voire un jour de bonne chance, puisqu'il y a un tirage du loto, que les gens jouent au loto. Du coup, il faut savoir. Hein. Malchance, il faut savoir. Un peu chacun. Oui, parce qu'on est un peu perdu. Judas avait tiré son loto, il avait gagné. Donc c'est peut-être pour ça. Vendons le Christ, peut-être. En tout cas, qu'en est-il pour les footballeurs? Benjamin Mukanjo, sur les superstitions. Donc les causes que tu mettais souvent dans la culotte. Sans doute seriez-vous obligé de jouer un vendredi 13, mais qu'auriez-vous fait un vendredi 13 en rentrant sur une pelouse? En tout cas, que faisiez-vous ou que faisaient vos camarades? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait particulièrement des croyances ou des superstitions? Là, on entendait, c'était Zinedine Zidane, toujours le pied gauche. Bon. Ouais. Ben, moi, personnellement, rien. Honnêtement, c'est vrai, je faisais rien de particulier. Même le jour de la finale de la CAN en 2017. Même le jour de la finale, j'étais naturel. Mais effectivement, j'ai joué avec des joueurs effectivement qui étaient très, 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 très superstitieux, qui limite ils changeaient pas souvent les sous-vêtements voilà je veux le dire, ils changeaient pas de sous-vêtements, ils avaient une habitude quand il a adopté pendant toute la carrière. Bah oui, c'est le même hein, David Ginola l'a dit hein, dans il joue avec le même pendant toute la saison jusqu'à ce que ça marche plus. Après il est obligé d'en acheter un autre. Mais effectivement moi j'en ai vu aussi dans le vestiaire, il y en avait qui étaient vraiment c'est-à-dire que quand ils rentraient dans le vestiaire, la façon dont il positionnait ses crampons, si tu les déplaçais, ah non, là, il n'était plus dedans. Il n'était plus du tout. Donc, il revenait, il les remettait parce que lui, c'était
Après, je pense que c'est de tout un chacun. C'est la perception de chacun. Moi, j'ai pas été comme ça du tout. Mais oui, j'en ai connu beaucoup. Yoro? Oui, j'ai suivi un reportage sur TF1, ça date en 94 ou 95, quelque chose comme ça. David Ginola disait dans ce reportage qu'il ne changeait pas de caleçon. Il a joué avec le même caleçon toute sa carrière parce qu'il était superstitieux. Dans le livre de Giroud, où il parlait de ses relations avec certains footballeurs africains, il avait évoqué justement cette superstition d'un joueur qu'on connaît très bien, Taribo West, quand il était dans le vestiaire au Sirois, il avait ses pratiques, il avait sa manière de faire, etc. J'ai vu aussi des joueurs qui disaient ils vont jamais changer de paire de crampons toute la carrière durant. Le footballeur, le footballeur est superstitieux. Il y a des gardiens de but, il fallait qu'ils embrassent les deux montants pour ne pas prendre de but. Mais ils en prenaient souvent aussi. C'est le paradoxe. Mais c'est de la superstition ou, Benjamin, ce sont des rituels finalement pour se rassurer. Enfin, regardez en tennis, Rafael Nadal avec tous ses tocs et quand il joue un match pour se rassurer. Au départ, c'est de la superstition. Et à la fin, ça devient, je sais pas, quelque chose pour se rassurer. Parce que vous avez l'impression que si vous ne le faites pas, vous avez raté votre match. Vous avez raté, c'est clair. Et des fois, vous pouvez ne pas le faire et vous marquez 3 buts. Et c'est pour ça, c'est compliqué. Mais il y a des gens qui se sentaient très bien là-dedans, qui se sont construits avec ça. Moi, je comprends ceux qui le font. Mais moi, non, j'ai pas fait. Un proverbe ou une anecdote? Non, il y a beaucoup qui allez faire des trucs. Quand on essaie de regarder un certain nombre de choses, bien évidemment, je connais certains joueurs du Cameroun qui partaient dormir dans les cimetières. Bon, et puis, bien sûr... C'est toujours de la superstition, ça ou... Ah, mais là, peut-être avoir une communication avec l'au-delà. Comme par exemple, vous savez bien qu'avec l'Olympique de Marseille, il y a bien Boli qui vous dit qu'il ne changeait jamais de caleçon. Il avait son caleçon blanc, sauf qu'il avait quand même perdu avec ce caleçon en 91. C'est souvent des caleçons quand même. En 93, mais que c'était même rafistolé. Même Pelé avait un même maillot. Et puis, subitement, ce maillot-là, après avoir remporté 2 Coupes du Monde, il avait donné ça à quelqu'un, à un fan. Et après, il était en méforme, il a dit... Il avait recruté un détective privé qui allait me chercher mon maillot. Finalement, le détective privé n'a pas retrouvé le maillot. Il est revenu avec le maillot que Pelé portait déjà. Pelé a retrouvé la forme juste parce que c'est un effet psychologique. Mais cependant, quand j'essaie quand même de regarder ceux qui font plus, par exemple la voyance, qui vous disent n'importe quoi là-bas, c'est quoi? C'est les Béninois, c'est les Togolais. Parfois même, pour un championnat béninois, vous voyez les gars escalader la clôture. Hey, on nous a mis le piège ici. On nous a mis le piège ici. Les autres escaladent à tout le terrain. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Ils ne gagnent pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais dire, il y a un proverbe africain qui dit, si le marabout était très fort, son enfant sera roi. Mais je vais raconter une anecdote parce qu'il y a 2 Camerounais sur ce plateau. En 90, exact, en 90, à l'époque, il y avait encore, chaque équipe venait avec son ballon. Le Cameroun avec son ballon en quart de finale de la Coupe du Monde. Ils marquent les 2 buts face à l'Angleterre avec leur ballon. Malheureusement, le ballon, il se dégonfle. Mais à la fin du match, je voyais Roger Mila et Omambik supplier l'arbitre pour qu'il prenne le ballon du Cameroun. Sinon, il est pour obtenir. Regardez. C'était celui donc, qui faisait donc tu veux dire que Gary Lineker, qui nous a joué avec les 2 pénaltys, lui aussi, il avait fait des pratiques sur son ballon. Alors là... Voilà, c'était notre page vendredi 13. Nous, on pense que ça porte chance. C'est le jour de l'émission. Et donc, on continue et on va vers vos cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Tout de suite, les cartons des auditeurs internautes. Et vous allez voir, il y en a qui sont reconnaissables désormais, sélectionnés par David Finzel. Bonjour Annie, bonjour à toute l'équipe des Cafés des Sports. Je m'appelle Gauthier Bruno depuis N'Djamena au Tchad. Je donne un carton vert comme l'effet de cet arbre à Jules Bellingham pour avoir égalé le record de Cristiano Ronaldo lors de ses débuts avec le Real Madrid. Hala Madrid. Bonsoir la RFI, je suis avec mon ami Marco. J'ai un carton spécial à mon pays, la Côte d'Ivoire, pour l'ouverture de ce tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.
et les groupes sont bien constitués. Et quand les groupes sont serrés, cela veut dire qu'il y aura des beaux matchs et il y aura du beau monde dans les stades. Et merci Radio Foot. Bonne émission à vous. Salut Radio Foot International, ici Yang Telly depuis Sénégal, Dakar, et fervent supporter de l'OM. Bon, je tenais juste à remercier Gattuso et son équipe pour la belle victoire. Et bon, cette année on joue le titre. L'OM est enfin rêvé. On vient de sortir la tête de l'eau, donc cette année, Inch'Allah, on sera champion. L'OM sera champion, ça c'est moi qui vous le dis, Madame Annie. Bonjour Radio Foot International, c'est la part d'Ahmed Moussa depuis l'extrême nord du Cameroun. Mon carton est rouge. Rouge adressé à nos liens indomptables qui se retrouvent dans le groupe de la mort, composé de la Gambie, de la Guinée et le Sénégal. Le Cameroun est en danger, mais impossible n'est pas camerounais. Il y a un adage qui dit « Celui qui veut manger du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles ». Bonjour Café des Sports, Baradi Bala, Malien résident à Paris. Je donne un carton vert à l'international français Olivier Giroud d'avoir été le deuxième Mac-Maignan qu'il nous fallait à la fin du match contre le Genoa, Forza Milan. Bonsoir Radio Foot International, moi c'est Bernard Goulier depuis la Guinée-Conakry. Mon carton il est vert, il est pour Kaba Diawara, le coach guinéen qui d'ailleurs avait prévu que la Guinée serait probablement dans une peau de la mort. Et là c'est la FIFA, donc Kaba Diawara c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qu'il faut. Et nos frères gambiens, sénégalais et nos voisins camerounais, apprêtez-vous, le Bimbiso va vous chicoter, le style national de Guinée va vous chicoter. Salut Madame Annie, salut toute l'équipe de la Radio Foot International, c'est Gianni Mopila depuis Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. J'ai un carton vert à donner à la Turquie. La Turquie qui est allée s'imposer 1-0 face à la Croatie de Luka Modric. La Turquie qui est premier de son groupe, qui prend une belle option pour la qualification de la prochaine Coupe d'Europe. Carton vert à la Turquie. Salut Radio Foot, c'est Ahmad Baldé depuis la Guinée-Conakry. Mon carton il est jaune et il est adressé à l'international français Kylian Mbappé. Le fait d'avoir boudé les 2 premiers buts du Paris Saint-Germain le week-end passé. Kylian Mbappé, ressaisis-toi et fais-nous du beau spectacle comme tu sais très bien le faire. Merci. Salut Radio Foot, c'est Douin Rouen depuis le Bénin Cotonou. Mon carton est vert pour Erling Haaland pour son doublé avec la Norvège, qui lui permet de devenir le premier joueur européen à marquer 27 buts lors de ses 27 premiers matchs en sélection depuis Gerd Müller en 1970. Un véritable cyborg. Bonjour Café des Sports, c'est Grâce mon pupieux d'Iver Maïndi depuis Kinshasa. Notre carton est vert à Cyril Guirassy pour ses débuts incroyables au Stuttgart. Donc 7 matchs joués, 13 buts marqués et des passes décisives. C'est où? T'es fort mon gars. C'est waouh. Rien à dire. Moi c'est Georges, je vous appelle de Londres aujourd'hui. Monsieur Zavé, tu les as dit, on a tapé City aujourd'hui, Monsieur Zavé Barré. Carton vert à toute l'équipe. Merci et puis bonne émission. Xavier Barré n'est pas là, mais on lui transmettra le message, Georges, ne vous inquiétez pas. Allez, on va aussi vers nos cartons. Benjamin Mukanjo, quelle est la couleur de votre carton? Rouge. Mon carton, il est rouge et il s'est adressé aux supporters de l'AS Nancy-Lorraine. C'est un club qui m'est cher parce que j'y ai joué 3 saisons là-bas. Et je voulais dénoncer aussi ce qu'Habib Beye il a fait. Ces cris de singe, ce racisme dont on en parle tous les jours. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre le doigt dessus. Des personnes comme ça n'ont rien à faire dans un stade de foot et même pas que dans un stade de foot. Il faut les sanctionner durement et j'espère qu'une décision forte va être prise par le club et même par la justice. On a l'impression que ça bouge du côté effectivement de Nancy et on salue donc les propos de Habib Beye, notre ami ici, un autre lion, n'est-ce pas? Oui. On aime les lions ici. Yoro Mongara, quelle est la couleur de votre carton? Alors, mon carton, il est vert et il est décerné à la Gazelle de Kédougou, une équipe qui évolue en National 1. Kédougou, c'est une ville qui est très, très éloignée de la capitale Dakar, 700 km, l'une des villes les plus pauvres du Sénégal, selon l'ANSD, l'Agence nationale de démographie et de statistiques.
C'est un club qui veut évoluer. Ils m'ont nommé président de ce petit club. Voilà, parce que de temps en temps, je viens en aide à ce petit club. On est une petite ville très pauvre, mais quand même, on a pu sortir Salif Diao. Et l'objectif, c'est de sortir d'autres Salif Diao dans cette petite ville du Sénégal. Avec, j'appelle toute la diaspora kédovine à venir main dans la main travailler pour ce petit club. Vous connaissez cette petite ville? J'ai grandi là-bas, j'ai grandi dans cette ville. Mon père travaillait pour la Société nationale d'électricité. On a été affecté à Kédougou au début des années 80 et depuis on est laissé là-bas. Le logo est très joli en tout cas de ce club de la Gazelle. Parce que c'est le parc Nyokolokoba qui est à côté, donc il y a des gazelles. Très joli. Rémi, quelle est la couleur de votre carton? Je serais très gentil. Ah non. Parce qu'après, je pourrais mettre le rouge. Mais je mets d'abord le vert pour encourager. La Fédération gabonaise de football, qui, à l'instar de la Fédération sénégalaise de football, a choisi Cissé, ou encore le Cameroun qui a choisi Rigobert Song, vient de choisir un staff local avec Thierry Mouyouma, qui a officié au niveau du Burkina Faso, pour maintenant venir diriger le staff des Panthères qui ont été piteusement éliminés de la CAN. Et maintenant donc, sauf que bien évidemment, il y aura Daniel Cousin. Le staff est intérimaire et c'est là où je m'interroge beaucoup. Mais je voudrais interpeller cette fédération parce que il faut savoir que Daniel Cousin avait déjà fait 30 mois là sans être payé. Quand vous prenez les locaux, payez-les et non leur dire tout simplement venez pour le patriotisme, prenez-les. Sinon, il y a un proverbe africain qui dit que si tu ne nourris pas ton chien, il finit par te mordre. Les voleurs vont entrer calmement dans ta maison. Allez Frédéric, à vous. Un carton jaune, ne vous en déplaise, Annie. Non, alors vous ne le mettez pas. La Seleção, le Brésil. Rodrigo, Neymar, Vinicius, Richarlison, Casemiro. Ça fait rêver, non, sur le papier? Un partout face au Venezuela, sifflé par leurs propres supporters. C'était les éliminatoires, 3e journée. Bon, ils sont décevants quand même, ces Brésiliens. On attendait un peu plus. Contre les Tintos du Venezuela, qui ne sont pas des fers de lance. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. On sort sain et sauf de la fosse au lion, hein, Frédéric. Merci à tous et à la semaine prochaine. Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint. Au Québec, la littérature est en plein essor. Entre la floraison des maisons d'édition, la multiplication des librairies et le succès des auteurs, la province canadienne vit un âge d'or et commence à s'installer en France. Je suis donc allée sur place à Montréal pour un grand reportage en immersion. Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint. Demain, à partir de 13h30 TU. RFI. La Coupe du Monde de rugby France 2023 sur RFI. Cédric de Oliveira. C'est le quart de finale que tout le monde attendait. Et au Stade de France, les Bleus de Fabien Galtier vont défier les impressionnants Springboks, emmenés par leur capitaine emblématique Sia Colissi. En jeu, une place dans le dernier carré de la Coupe du Monde. France-Afrique du Sud à vivre en direct et en intégralité ce dimanche à partir de 18h40 temps universel sur RFI.